Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse aujourd'hui au projet GFRAO, entendez Justice économique pour les femmes rurales en Afrique de l'Ouest. Pour en débattre, j'ai avec moi trois dames. À ma droite, Scholastique Assogba, qui est la chargée du projet. À mon extrême droite, Aurélie Beffet, trésorière générale adjointe du réseau Wildaf Bénin. Et à mon extrême gauche, Déborah Moudaïdji, qui est la responsable de la cellule innovation et communication à FADEC ONG. Chères dames, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Madame Scholastique Assogba, je m'adresse d'abord à vous. Vous êtes la chargée du projet GFRAO. Parlez-nous du contexte de ce projet. Oui, ce projet est initié dans un contexte où les inégalités entre les sexes perdurent malgré des efforts très appréciables faits par le législateur et le gouvernement par le vote des textes de loi qui reconnaissent l'égalité de droits entre les femmes et les hommes. Et notamment le vote, la Constitution du Bénin, son article 26 qui reconnaît l'égalité entre l'homme et la femme, le Code des personnes et de la famille qui garantit quand même le droit d'hériter de la femme, qui reconnaît le droit d'hériter de la femme au même titre que de celui de l'homme. Et il y a également le Code foncier rural qui garantit également l'égal droit à la femme et à l'homme en matière d'héritage. Mais dans la réalité, on n'a pas ce droit. Par exemple, la femme n'hérite pas de la terre au même titre que l'homme. Et également, on a vu qu'il y a une certaine discrimination qui perdure, malgré que ces textes renforcent le statut de la femme. Par exemple, pour bénéficier de la microfinance dans certaines localités, il faut que les femmes aient d'abord l'autorisation de l'homme. On va en discuter. Donc, c'est dans ce contexte que WILDAF a initié ce projet parce qu'on se préoccupe de la justice. On se demande est-ce qu'il y a vraiment une justice économique pour les femmes, parce qu'on ne le constate pas dans les faits, on le constate seulement dans les textes de loi. D'accord. Qu'est-ce qui justifie alors sa mise en œuvre? Oui, sa mise en œuvre, c'est pour qu'il y ait une justice, pour que les femmes puissent accéder aux ressources de production au même titre que les hommes. Et on n'a pas ça dans la réalité, dans nos milieux ruraux. Les femmes n'ont pas accès à la terre, comme je le dis. Et il y a même les politiques agricoles au niveau sous-régional qui garantissent ces droits à la femme. Mais l'effectivité ne suit pas, l'application ne suit pas. Donc nous nous sommes dit qu'on va se baser sur ces textes de loi et se faire aider par les acteurs du domaine et les gardiens de la tradition pour quand même réduire ces inégalités. Alors, en matière de statistiques, le Bénin compte combien d'agricultrices? En fait, les statistiques posent beaucoup de problèmes. On a les statistiques de 2000 ici. Si on prend en 2000, nous avons eu... 2000, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, parce que les statistiques posent problème. Une étude de la Banque mondiale a montré que sur 403 342 crédits accordés en 2000 par les services financiers décentralisés, seulement 154 787 femmes ont pu bénéficier, soit un pourcentage de 38,7%. Donc le problème se pose là. Oui. C'est vrai que les choses ont évolué de plus en plus. Aujourd'hui, on a quand même 52% de femmes qui bénéficient des microfinances. Mais par rapport au montant qu'on accorde aux femmes, les problèmes persistent parce que les femmes n'ont pas quand même un montant consistant au même titre que les hommes. Au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, est-ce qu'il n'y a pas un travail qui se fait par rapport à ces statistiques? Oui, au niveau de ce ministère, beaucoup de travail se font. Mais on n'a pas encore des résultats très probants. Le creuset demeure. Les femmes sont toujours à la traîne en matière de montant qu'on leur accorde.
Eh bien, Scholastica Sogba, vous venez de nous décrire un peu le contexte de mise en place du projet GIFRAO. Permettez-moi de me tourner vers Aurélie Igbefé, qui est la trésorière générale adjointe du réseau WILDAF. Avec vous, je m'intéresse au réseau WILDAF. Présentez-nous le réseau. Merci, Madame la journaliste. Et WILDAF, c'est Women in Law and Development in Africa. Femmes, droits et développement en Afrique. Le réseau WILDAF est un réseau panafricain pour la promotion et la défense des droits de la femme en Afrique. Il compte exactement 22 pays en Afrique. Et la session du Bénin est instaurée le 18 juin 1999. Bon, l'objectif de ce réseau, c'est d'œuvrer à l'émergence d'une culture d'exercice et de respect des droits de la femme. C'est-à-dire que les femmes doivent connaître leurs droits et exercer ces droits pour assurer la légalité tant convoitée. Et le réseau WILDAF compte, Bénin, bien sûr, compte 12 organisations membres et 21 membres individuels. Donc, on peut adhérer à WILDAF, toute organisation qui partage la vision de WILDAF, qui est d'avoir un Bénin où toutes les femmes connaissent leurs droits politiques, économiques et sociaux et en jouissent effectivement. Voilà. Donc, les organisations membres de WILDAF sont des organisations béninoises et les membres individuels aussi sont des Béninois et des Béninoises. Alors, quel est le rôle de WILDAF Bénin dans ce projet? Le projet WILDAF porte ce projet parce que ça s'inscrit dans la droite ligne de ses objectifs. Donc, porte ce projet pour pouvoir assurer la légalité d'accès aux facteurs de production aux femmes, membres des groupes d'épargne et aux agricultrices. Donc, avec les acteurs locaux qui interviennent dans le domaine, les ministères sectoriels, ainsi de suite. Voilà. Et c'est pour cette raison-là fondamentale que le projet WILDAF porte ce projet. Alors, pourquoi vous êtes spécialement focalisé sur les femmes agricultrices? WILDAF est spécialisé sur les femmes agricultrices parce que c'est elles qui vivent le déséquilibre, qui vivent les inégalités, les questions d'inégalité par rapport aux facteurs de production. Voyez-vous, notre culture a des normes. Nous avons adopté les normes. Dans notre culture, il y a des normes qui limitent la femme sur plusieurs domaines. Vous savez, on dit héritage par exemple. Nos normes prévoient que les femmes ne doivent pas hériter de la terre. Or, la terre est un élément fondamental pour la production agricole. Si vous n'avez pas la terre, vous ne pouvez pas semer, vous ne pouvez pas élever des animaux. Mais voilà que la femme n'a pas accès à la terre, donc elle n'a même pas accès, elle n'a pas le contrôle de cette terre. En ce qui concerne les microfinances, elle n'a pas accès parce que les conditions fixées par les banques sont des conditions qui ne sont pas faciles à remplir par les femmes. On peut parler de pièces d'identité civile, c'est vrai. Le gouvernement aujourd'hui a prévu à faciliter l'accès à ces pièces-là, mais il reste toujours des femmes qui disposent de récépissés, mais le fait d'aller au niveau du service, au niveau de la mairie, de l'ANIP on l'appelle, non? Oui. À la mairie pour retirer le petit sou qu'elle va débourser pour se faire établir l'acte de naissance et avoir son CIP pose encore problème, vous voyez? Oui. Et il y a aussi des conditions que certaines structures de microfinance posent pour accéder à leurs services, mais les femmes sont toujours limitées par rapport à toutes ces conditions. Il y a toujours des inégalités. Il y a toujours des inégalités. D'accord. Déborah Hondaïdji, vous qui êtes la responsable de la cellule Innovation et Communication à FADEC ONG. Parlez-nous également de FADEC ONG. De quoi s'agit-il réellement? Merci. FADEC ONG, entendez Femmes Actrices de Développement Communautaire, est une ONG locale créée en 2007 qui intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la nutrition, en collaboration avec des partenaires comme Plan International Bénin, WILDAF,
le Programme alimentaire mondial, CARE Bénin Togo, CUSO International, etc. Nous avons comme mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Je veux parler des enfants, des femmes, des jeunes. Et avec ULDAF, concernant l'autonomisation des femmes, nous sommes en consortium sur le projet GFRAO. Merci. D'accord. De quelle manière vous intervenez dans ce projet? Comme je l'ai dit, nous travaillons en équipe avec ULDAF et CARE Bénin Togo sur ce projet GFRAO dans le but de faire accéder les femmes à une justice économique quant à l'accès à la terre, les inégalités qui se remarquent dans nos communautés. D'accord. Je vais ajouter, Oui, Madame oui, pour étant la chargée du projet, et FADEC s'occupe de l'inclusion sociale. Et FADEC fait le suivi de proximité, parce qu'à la base, FADEC est avec les femmes des groupes, avec les groupes d'épargne et de crédit. Donc la mobilisation de ces femmes, FADEC s'en occupe. Les émissions à réaliser avec ces femmes, FADEC s'en occupe. Alors, Madame Scholastique Assoba, quels sont les objectifs de ce projet? Oui. En fait, le projet, nous l'avons intitulé Justice économique pour les femmes en milieu rural en Afrique de l'Ouest. Et j'avais planté le décor en parlant du contexte qu'on se préoccupe de cette justice pour les femmes. On se pose assez de questions parce que dans les faits, on n'a pas cette justice, on n'a pas cette justice-là. Donc notre objectif général, c'est de contribuer à une grande justice économique pour les femmes agricultrices et les membres des associations villageoises d'épargne et de crédit entendez avec. Donc c'est l'objectif général. L'objectif spécifique, nous avons combien d'objectifs spécifiques? On en a 3. D'accord. Le premier, c'est de capaciter ces femmes, renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent vraiment exiger l'application, revendiquer l'application des tests de loi, utiliser ces tests de loi pour améliorer leur accès aux ressources de production. Est-ce qu'à dire que vous avez des séances de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation? Oui, nous avons prévu dans le cadre de ce projet des séances de sensibilisation, des séances de renforcement de capacité d'abord avec ces femmes-là pour pouvoir mener à bien les plaidoyers et également les séances de sensibilisation de toute la communauté. Nous, le projet est piloté dans 4 communes du Bénin, dans 2 départements, le département du Zou et des Collines. Pour le département du Zou, nous sommes à Zogodome et à Djidja. Pour le département du Koufo, nous sommes à Toviklen et à Djakotome. Et c'est un projet de 2 ans. Et donc, nous avons prévu des émissions pour sensibiliser et veiller la conscience des populations sur les défis à relever et les avantages à ce que les femmes puissent accéder à la terre. Et nous le faisons, et d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes là, pour sensibiliser la population. Nous avons également des plaidoyers à faire au niveau des leaders et au niveau des structures étatiques en charge de l'accès des femmes à la terre. Et nous sommes ici aujourd'hui surtout pour sensibiliser ces acteurs étatiques sur les défis qui se posent sur le terrain. Après, nous aurons à faire des visites pour aller vers eux au niveau central. Sinon, pour les activités, nous sommes même au niveau rural et nous avons capacité ces femmes à revendiquer leurs droits, comme je le disais. Le deuxième objectif également, c'est de travailler à réduire les normes qui entravent l'accès des femmes à la terre. Et ce travail, nous le ferons avec les leaders d'opinion. Donc, nous allons voir les leaders d'opinion. Nous avons parmi ces leaders des alliés qui nous aident à porter le message, et surtout sur les avantages qu'on a quand la femme renforce ses capacités, quand la femme a accès aux ressources, comment la famille se trouve plus épanouie, toute la communauté en bénéficie, comment ça sert la sécurité alimentaire. Nous faisons ce travail de sensibilisation avec ces acteurs. Et le troisième objectif,
c'est de travailler pour que les politiques soient améliorées, voir au niveau des structures de microfinance et au niveau des étatiques, comment faire, comment quand même prendre en compte les besoins spécifiques des femmes pour qu'elles puissent quand même avoir l'accès aux ressources de production et avoir le contrôle de ces ressources. Alors, parlant des politiques, est-ce qu'il y a déjà un travail qui se fait? J'ai dit qu'en matière de tests, on n'a pas de problème. D'accord. Beaucoup de choses ont fait, je l'ai évoqué tantôt, beaucoup de choses ont été vraiment faites, mais c'est l'application qui pose problème. Donc s'il y a des décrets pour préciser, on verra avec ces autorités et les structures en charge des microfinances pour que quand même l'autonomisation de la femme soit vraiment effective. Madame Assogba, vous parliez tout à l'heure de 2 départements qui sont concernés par le projet. Pourquoi ce choix? Oui, en fait, nous travaillons en milieu rural. Mais ce choix, parce que le problème se pose aussi avec acuité dans ces localités. C'est vrai que le problème se pose partout, mais nous avons eu une contrainte budgétaire. Les ressources que nous avons pu mobiliser nous permettent seulement de travailler dans 2 départements. Et nous travaillons avec FADEC et au Bénin, et nous travaillons aussi avec CARE Bénin qui nous appuie surtout dans les plaidoyers. Et c'est un projet qui est piloté au Bénin et au Ghana, parce que c'est un projet qui a été initié par le bureau sous-régional de WILDAF Bénin. D'accord. Aurélie Beffer, je reviens encore vers vous. Oui. Parlez-nous maintenant des activités prévues dans le cadre du projet. Oui, merci beaucoup, madame la journaliste. Dans le cadre de ce projet, il y a de grandes activités qui sont prévues. La première activité, c'est l'organisation d'un atelier d'appropriation du projet par tous les acteurs concernés. Et la deuxième activité, ce sont les activités de renforcement de capacité des femmes bénéficiaires du projet et des acteurs, c'est une catégorie d'acteurs en vue de porter ce projet vers la masse populaire. Voilà, parce qu'il y a plusieurs femmes qui existent dans les départements, mais nous avons seulement la formation sur 40 femmes agricultrices et membres des AVEC. Donc, elles ont été formées sur les droits des femmes, elles ont été formées sur les techniques de communication et sur le renforcement de leurs capacités en général pour pouvoir utiliser ces connaissances acquises afin de restituer les informations à leurs pairs dans les communautés. Maintenant, il y a une troisième activité relative au plaidoyer. Le plaidoyer à l'endroit de nos gardiens de tradition, dont nous avons pioché pour être nos alliés, et à l'endroit des institutions financières pour la réduction des conditions d'accès au crédit. Et voilà les grandes activités que nous avons. Il y a les émissions radio, les débats télévisés comme nous sommes en train de faire là. Voilà les activités qu'on a prévues dans le cadre de ce projet. Alors, le projet, il dure 2 ans. Oui. Il a démarré quand? Le 1er mars 2023. D'accord, donc il a démarré le 1er mars 2023. Oui. Il s'achève en 2025. Il s'achève en février 2025. D'accord. Ce parcours, quels sont les acquis? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, en fait, c'est vrai, ça fait 1 an déjà et nous avons déjà des acquis. Il y a des activités qui ont été déjà réalisées, l'appropriation et le renforcement des capacités. C'est vrai, Madame Gbefel l'a dit tout à l'heure, on a renforcé la capacité de 40 femmes. Mais on a pu toucher 2000 femmes. Parce que ces femmes ont restitué la formation reçue dans leur communauté et dans leur groupement. Donc, on a pu quand même atteindre un grand nombre de femmes. Nous avons mis en place également une alliance composée des OST et des leaders d'opinion. Et ces alliances ont élaboré un plan de plaidoyer. Et nous avons commencé par quand même mettre en œuvre ce plan de plaidoyer. Nous avons déjà fait des visites de plaidoyer aux leaders, aux gardiens de la tradition, pour que les mœurs, nos traditions
puisse, en ce qui concerne surtout l'héritage, dans certains villages, soit quand même plus souple, plus favorable aux femmes. J'ai dit que dans les textes de loi, on n'a pas de problème. Donc il va falloir négocier avec les leaders, négocier avec les maris pour que les femmes puissent accéder. On a commencé. Et ce que nous avons gagné, nous avons des leaders qui sont favorables. Nous avons également les maris qui nous suivent et qui appuient les femmes. Donc ces maris vont nous aider à porter le message et à avoir plus d'alliés pour quand même réduire un peu ces pratiques qui entravent la jouissance des droits des femmes. Alors, Déborah Ndaïdji, je me retourne vers vous également. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces acquis? Je pense que nous pouvons être fiers de tout ce parcours, mais quand il y a encore à faire, c'est que entre griffes, rien n'est encore fait. Donc, nous poursuivons les activités, espérant atteindre vraiment plus de femmes, plus de cibles, espérant changer encore certaines mentalités qui malheureusement persistent à l'endroit de ces femmes-là, et donc espérons plus de résultats. Au regard de tout ce qui est déjà dit, nous comprenons que ce projet vise à contribuer à une plus grande justice économique pour les femmes agricultrices et membres des groupements d'associations villageoises d'épargne et de crédit avec du Ghana et du Bénin. Scholastique Assoba, en tant que chargé du projet, l'objectif est-il atteint? Oui, nous sommes à mi-parcours de la mise en œuvre du projet. Mais nous avons déjà des résultats. Nous avons déjà des résultats, même au niveau international, parce que la dernière fois, nous avons saisi une opportunité. Il y a au niveau de la sous-région, il y a les tests qui sont en train d'être revus au niveau de la CEDEAO. Donc nous avons même déjà fait des plaidoyers avec nos femmes agricultrices. Ce n'était pas évident. Ces femmes, quand même, on les a coachées et elles ont pu porter leurs difficultés devant le gouverneur de la BCAO. Et nous avons déjà les résultats. Nous avons pu établir une fiche de doléance qui a été reçue par le gouvernement, et les besoins spécifiques des femmes seront pris en compte dans cette revue de tests au niveau de la CEDEAO. Donc c'est déjà une avancée notoire. Parmi nos femmes également, nous avons sensibilisé les femmes, celles qui n'ont pas de pièces d'identité. Et beaucoup ont pu quand même faire établir leurs pièces d'identité. Et nous avons travaillé beaucoup avec les femmes parce qu'une des contraintes également, les femmes, pour bénéficier d'une microfinance, il faut forcément, au Bénin, il faut l'aval du mari. Et le mari doit signer la créance. Et ça pose des problèmes aux femmes. Parce qu'il y a certains maris, quand ils savent que la femme a eu un peu de sous, ils laissent toutes les charges aux femmes. Ou bien ils font exproprier une partie de cette somme-là aux femmes. Et ce qui fait que la femme doit beaucoup travailler pour rembourser les crédits. Donc nous avons commencé par travailler avec ces femmes et ces hommes-là, ces maris, qui quand même ont compris l'enjeu et ont promis appuyer les femmes parce qu'elles ont vu quand l'enveloppe de la femme est quand même consistante. Ils ont vu les avantages qu'ils ont. C'est toute la famille qui en bénéficie. Donc ces hommes ont promis nous aider. Nous allons faire le suivi pour voir également ce qui a pu bouger. Mais on a déjà des résultats tangibles. D'accord. Aurélie Beffet, vous parliez tout à l'heure d'un atelier qui sera organisé. Ce serait quand? Ce serait un atelier de fin. Mais je parlais plutôt d'un atelier de début, atelier d'appropriation du projet par les acteurs concernés. Oui. Je vais plutôt aborder un peu l'aspect réussite du projet. En termes de durabilité et de pérennité du projet, des acquis du projet, c'est le fait d'identifier déjà les femmes à la base et certains leaders à la base qui se sont appropriés le système. Ceux-là constituent, je vais dire, des messagers parce qu'ils sont acquis à la cause, donc ils partagent leurs expériences avec leurs pairs et avec des personnes
détenteurs de pouvoir au niveau local qui vont accepter, lever certaines normes, réduire le poids de certaines normes pour faciliter la situation de la femme. Donc ça, c'est aussi un aspect non négligeable dans la réussite. Quels sont les défis à relever alors? Oui, comme défi, nous parlons d'accès limité aux facteurs de production. Le projet, son défi vrai, c'est de faciliter l'accès à la terre, à la femme. La femme ne doit pas être vue comme un être qui n'a pas besoin de la terre. Parce que la différence biologique est ce qui... la différence biologique est ce qui explique l'existence de la femme et de l'homme. Donc, on ne peut pas dire que la femme est femme parce qu'elle est femme, elle ne bénéficierait pas de la terre. Elle n'a pas droit à la terre. Nous devrions, le deuxième défi, c'est d'œuvrer pour que les conditions d'accès au financement soient allégées au niveau des femmes. Le fait de dire, par exemple, on doit avoir une garantie, la terre comme une garantie. Or, nous savons que l'accès à la terre est difficile à la personne, mais on dit que la terre est une garantie. On doit lever ces mesures-là pour faciliter l'accès de la terre à la femme. On doit œuvrer à ce que les infrastructures de transformation soient accessibles à la femme. Et on doit œuvrer aussi à le renforcement de capacité de la femme à travers la qualité de ses produits qu'elle transforme. Et là, elle peut être compétitive sur le marché. Voilà. Alors, je lis ici dans les documents que le nombre estimé de producteurs disposant d'un titre de propriété est de 316 956, tous sexes confondus. La répartition par genre montre que l'effectif des hommes représente près de 6 fois celui des femmes. Le ratio total des producteurs disposant d'un titre de propriété par rapport au nombre de producteurs est de 21,7%. Les productrices ayant un titre de propriété représentent 3,2% de l'ensemble des producteurs et 14,6% des producteurs ayant un titre de propriété. Les productrices ayant un titre de propriété représentent 10,4% de l'ensemble des productrices. Par rapport aux producteurs, ce taux est de 26,7%. C'est tiré du recensement national de l'agriculture 2019-2021 du Bureau central de recensement du Bénin. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Oui, c'est des chiffres épatants. C'est des preuves palpables que la femme occupe toujours le dernier rang dans l'acquisition ou bien l'accès et le contrôle de la terre. La terre qui est un facteur quand même, facteur déterminant de production, elle est limitée. Donc comment est-ce que la situation peut être comme ça? Et on va parler de justice. C'est de l'injustice purement et simplement. Donc c'est pour cela que le projet doit œuvrer et est en train d'œuvrer pour que certaines normes soient levées et que certaines dispositions soient prises pour le respect des textes de loi qui sont prises pour que la femme aussi jouisse comme l'homme de ces facteurs de production. Merci. Aurélie Assogba, vous venez de parler d'un défi lié à l'accès à la terre. Madame Assogba, je reviens encore vers vous. Est-ce qu'il y a d'autres défis à relever? Oui, il y a d'autres défis. L'évolution des normes dont elle a parlé. Et nous avons déjà commencé. Nous avons eu des résultats palpables parce que nous avons des alliés, hommes, qui ont perçu les avantages qu'il y a à laisser la femme jouir et avoir le contrôle des terres. Et ces femmes et ces hommes n'hésitent plus à donner l'autorisation à l'homme. Maintenant, il faut travailler pour que quand même ces discriminations soient levées. Et pour que cette discrimination soit levée, nous voyons que, en fait, il faut aller à la source. C'est pour ça que le projet est maintenant géré dans 2 pays, au Ghana et au Bénin. Et il y a le bureau sous-régional qui est au Togo. Et pour que les SFD prennent en compte nos préoccupations, il faut toucher
la BCAO. Donc, nous avons commencé le travail parce qu'en fait, les SFD sont arrimés également sur les procédures de la BCAO. Nous allons déjà là et après, nous irons pour qu'on facilite l'accès aux femmes, pour qu'on revoie un peu les procédures qui sont les procédures à adopter pour que les femmes puissent accéder aux microfinances et pour puissent accéder aux microfinances. Dans nos contrées, par exemple, il y a des villages où il n'y a même pas de structure de microfinance. Il faut aller à la commune. On a recensé tous ces problèmes-là. Nous allons travailler et plaider pour qu'on revoie un peu les normes et pour que ces normes puissent prendre en compte les besoins spécifiques de la femme. Et je vois que si la femme a le contrôle de la terre, si la femme arrive à accéder aux ressources de production, c'est toute la nation béninoise qui est mieux. C'est la sécurité alimentaire qui est assurée et ça profite à tout le monde. Donc nous avons intérêt tous à travailler pour quand même arriver à une grande justice économique pour les femmes rurales. Déborah Hundaïdji, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Par rapport aux défis, je reviens sur le changement de mentalité. Parce qu'il y a encore dans nos communautés, malheureusement, des stéréotypes, des gens qui sont figés. Qui sont figés, comme quoi la femme n'a droit à rien. On martyrise encore la plupart des femmes dans ces localités-là. Donc, ce défi reste à relever. Et c'est pour cela qu'on travaille en collaboration avec les maris, les leaders religieux et autres. Nous les associons. Nous associons aussi les maris, comme l'a soulevé Madame Massoba. Autre défi, c'est vrai, on en a parlé, mais je dirais la flexibilité. Parce que la lourdeur administrative demeure. Les tests sont là, les efforts sont là, mais il y a cette lourdeur administrative qui fait que les femmes sont parfois découragées, quand bien même il y a ces propositions de changement de vie et autres. Quand elles commencent et que devant, il y a cette lourdeur administrative-là, elles désespèrent. Alors, ok. Madame Assoba? Oui, il y a un élément à ajouter. Il faut aussi travailler pour que la femme puisse accéder à l'information. Voilà. Parce que généralement, nos femmes agricultrices, quand elles quittent le champ, elles sont directement aussi à la maison. Et parfois, quand il y a l'information, par exemple, quand les engrais sont là, elles n'ont pas toujours l'information. Et c'est les hommes qui profitent, qui prennent le grand lot et après revendent à grands frais aux femmes. Donc, il faut voir comment faire pour s'il y a des relais à mettre en place pour que les femmes aussi puissent avoir l'information. Parce qu'on dit qu'il y a l'information et le pouvoir pour bénéficier de ces ressources-là. Si vous le permettez. L'analphabétisation, autant pour moi, c'est aussi un défi à relever. Parce que ces femmes, on parle de femmes rurales. Donc, la plupart ne sont pas allées à l'école, ne sont pas voilà. Du coup, c'est difficile de venir parler de certaines choses, de venir parler de certains projets. Et voilà, il y a ce grand défi à relever. Alors, comment se font les échanges entre vous et elles, puisqu'elles ne sont pas alphabétisées? En fait, quand on va dans les localités, on parle la langue de la localité. Si c'est dans le Zou, on parle fond. Si on va dans le Koufo, on parle Adja. Parce qu'en fait, nous nous renforçons entre nous. Il y a des membres qui connaissent la langue de la localité. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Pour les documents aussi, on ne le fait pas. Si on veut le faire en français simple, on fait également des boîtes à outils, des dessins pour expliquer les tests de loi. Donc, on n'a pas de problème de communication avec nos femmes. D'ailleurs, c'est des femmes également qui sont des leaders de leur localité. Et on a eu des projets qui nous ont permis vraiment d'alphabétiser certaines de ces femmes. Et donc, on n'a pas de problème de communication avec ces femmes. Et quand on forme un petit nombre, on essaie de démultiplier nos formations. On les outille à restituer la formation et ça nous permet d'atteindre un grand nombre. Vous parlez de... Oui, madame? Je veux ajouter quelque chose par rapport à un exemple
palpable pour expliquer les effets de l'analphabétisme. Vous voyez, la TDA est là. C'est une structure étatique. Voilà. Et la TDA a des informations de crédit par rapport au crédit agricole, par exemple. Mais quand l'information tombe, l'analphabétisme fait que peut-être la manière de passer l'information aussi fait que les femmes sont toujours en retrait et n'ont pas l'information au même moment que les hommes. Je ne sais pas si c'est parce que l'information est passée en français et si ce n'est pas relayé dans les langues. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites pour que les femmes vraiment puissent accéder à cette information? Nous devrions travailler avec la TDA pour que ces informations-là soient passées dans toutes les langues, ou bien les langues majoritairement parlées dans le pays, pour que les femmes et les hommes aient accès à l'information au même moment pour pouvoir bénéficier des services disponibles au sein de cette structure, par exemple. Alors, oui, dans le cadre du projet, nous avons fait une mobilisation communautaire et c'est un débat et un échange que nous avons eu également avec les structures au niveau décentralisé qui interviennent dans l'accès des femmes aux ressources. Et nous avons travaillé. D'ailleurs, c'est à partir de ça que nous avons eu vent de cette difficulté des femmes à avoir accès à l'information. Et avec la TDA, nous avons pris des résolutions. Par exemple, comment relayer l'information au niveau des groupements. Parce que la TDA travaille déjà avec les groupements. Donc, en dehors du cadre légal d'envoi de l'information, nous avons prévu d'autres canaux pour que nos femmes puissent accéder. Par exemple, leur relais au niveau des mairies doivent être informés pour pouvoir relayer l'information au niveau des autres femmes. Est-ce que dans ce cadre, les nouvelles technologies sont utilisées? Oui, mais nous avons des difficultés de ces femmes-là à leur accès aux nouvelles technologies. C'est vrai, elles ont leur smartphone. Et quand elles ont le smartphone, c'est l'homme qui garde ça au village. Hein. Nous avons même cette difficulté pour les mobiliser à des activités, ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous travaillons avec leur mari. Elles ont le smartphone, elles passent des messages, mais c'est le mari qui garde le smartphone, le portable. Certains maris. Qui comprennent français, bien sûr. Bon, est-ce qu'ils relaient l'information aux femmes? Le fait d'avoir un téléphone donne une certaine liberté à la femme. Bien sûr. Maintenant, si le mari ne voudrait pas que sa femme ait cette liberté, c'est lui qui garde son téléphone. Il confisque en quelque sorte. Voilà. Il confisque le téléphone. Bon, parfois il y a certains, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a certains maris qui continuent d'avoir de ces comportements-là. Vous avez eu des cas? Est-ce que vous avez eu des cas? Oui, pour passer nos messages, je ne sais pas s'il faut parler de confiscation. Voilà. Mais c'est le mari qui garde le téléphone de sa femme. Pour donner des informations, il faut passer par lui. Est-ce qu'il va relayer toute l'information? On a toujours cette difficulté avec les femmes. Et qu'est-ce que vous prévoyez faire? On négocie avec les maris. Parce qu'on ne peut pas quand même du jour au lendemain quand même leur retirer ces smartphones. On les appelle, on dit on veut toucher telle personne. Est-ce qu'à telle heure vous serez à la maison? Pour que l'information ne soit pas de deuxième main, on essaie de voir à quel moment le monsieur sera à la maison et on passe directement l'information à la femme. Il y a beaucoup de défis à relever. Est-ce que vous pensez que d'ici février, ces défis peuvent être vraiment relevés? Un projet ne peut pas régler tous les problèmes. Mais on aura des résultats et on verra à quel niveau on a réglé le problème. Et il y aura d'autres projets pour étendre les actions, ou faire des activités complémentaires pour qu'un jour, quand même, on puisse réellement atteindre la régression totale, l'éradication totale de ces inégalités. Dans ce cadre, pour relever vraiment ces défis, qu'est-ce que le projet GEFRAO prévoit? Les activités de plaidoyer. Voilà. Et ces activités de plaidoyer, et ce que nous faisons déjà avec les femmes pour qu'elles puissent accéder à l'information. Et également les plaidoyers que nous faisons à l'égard des acteurs étatiques
pour assouplir un peu et pour faciliter un peu la tâche aux femmes. Et également, vous négociez avec les maris. Nous faisons des débats. Quand on fait des dialogues communautaires, on associe les maris des bénéficiaires des micro-projets. On leur parle des difficultés, on leur parle des avantages qu'il y a à ce que la femme puisse accéder aux ressources de production. Donc, c'est déjà on a discuté pêle-mêle de ces solutions. Au total, on a combien de femmes qui bénéficient de ce projet? Oui, bon, directement, on a prévu 40. Oui, mais ces femmes, ces bénéficiaires directs, on a déjà atteint 2000. Wow. Oui, mais on espère aller à 10 000 femmes avant la fin du projet. D'accord. Ça aurait été bien quand même qu'on ait une des femmes bénéficiaires normalement sur le plateau pour nous dire un peu comment ça se passe. Oui, en fait, l'objectif de cette émission aujourd'hui, c'est de sensibiliser les directeurs centraux, les cadres au niveau central. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous réalisons l'activité à Cotonou. Voilà. Sinon, on va dans les communautés même, et dans ces communautés, on associe les bénéficiaires. Déborah Mundaïdji, vous, en tant que FADEC ONG, quelle est votre vision par rapport à ça? Nous partageons les mêmes visions que WILDAF. L'objectif étant d'atteindre plus de cibles que prévu. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes plutôt fiers des avancées, des résultats que nous avons aujourd'hui. Donc nous espérons, avec les activités en cours, toucher plus de cibles pour vraiment régler cette inégalité en matière de justice économique. Merci. Madame Asogba. Oui, nous vous remercions. Nous remercions Canal 3 qui est notre partenaire depuis et qui nous aide à renforcer le statut de la femme. Ce que nous comptons, c'est que les acteurs étatiques nous facilitent aussi la tâche pour que la justice économique des femmes soit une réalité, pour que les textes de loi soient vraiment mis en œuvre, que l'application suit plutôt les tests et que nous arrivons quand même à une justice économique pour nos femmes. Il faut vraiment que ces autorités étatiques nous aident parce que les tests ont été pris, parce qu'à leur niveau aussi, ils font des efforts. Il faut que ça passe à l'application. Aurélie Beffet, au mot de fin. Moi, je vous remercie. Je remercie le Fonds africain pour le développement de la femme, qui est le bailleur du projet. Je remercie Kay Bénin. Je remercie Canal. Et je remercie aussi nos leaders d'opinion qui se sont appropriés le projet et qui ont pris des engagements pour partager l'information avec leurs pairs en vue de la levée des inégalités pour faciliter l'accès aux facteurs de production aux femmes. Donc, je dis merci à tout le monde et j'espère que les stratégies qui sont mises en place, les stratégies de durabilité qui consistent à associer les femmes, les bénéficiaires et les gardiens des traditions à la mise en œuvre du projet constituent des stratégies qui permettront de rendre plus, je vais dire, visible l'atteinte des objectifs du projet et aura un impact durable sur la mise en œuvre de ce projet. Merci. Madame Mundaïdji, un mot de fin? Je vais remercier aussi Canal 3, tous nos partenaires et tous ceux qui nous aident à vraiment concrétiser, à mettre en pratique les projets, les objectifs des projets de nos différentes structures. Et je crois que avec l'aide des uns et des autres, nous allons y arriver. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, Madame Asogba? Ça va, ça peut aller. Ça peut aller? Oui. Eh bien, chères dames, merci à vous pour ces précieux échanges. Je rappelle que le projet GIFRAO, Justice économique pour les femmes rurales en Afrique de l'Ouest, était au cœur de nos échanges avec Madame Scholastique Asogba, chargée du projet.
Aurélie Buffet, trésorière générale adjointe du réseau Wildaf Bénin, et Madame Déborah Hundaïdji, responsable de la cellule Innovation et Communication à FADEC ONG. Chers téléspectateurs, merci à vous et merci également à toute l'équipe qui nous accompagne. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.